Bienvenue sur Mango Télévision, bienvenue sur Reverbère. Il mène un combat politique depuis belle lurette, celui de faire du Cameroun un Cameroun nouveau, un Cameroun fédéré à 10 États, un Cameroun avec un nouveau code électoral. Lui, c'est Aimé Cyprien Olinga, il est le président du Front démocratique révolutionnaire. Aimé Cyprien Olinga, bienvenue sur Mango Télévision, la télévision de l'Afrique qui gagne. Merci de m'avoir invité, Bernard Dieudonné à Tangana. Je suis très heureux de me retrouver sur ce prestigieux plateau. Je voudrais, avant toute chose, saluer de manière tout à fait spéciale et patriotique tous les militants et sympathisants du Front démocratique révolutionnaire, le FDR, qui suivent votre télévision. Vous me permettrez ensuite de dire toute mon affection et ma sympathie à l'égard de tous nos compatriotes de la diaspora qui sont aussi, je crois, nombreux à suivre cette grande télévision. Je voudrais terminer mon propos liminaire en disant tous mes remerciements, n'est-ce pas, aux promoteurs de ce prestigieux média. Vous êtes leader politique et avez plusieurs fois été prisonnier. Pouvez-vous nous parler de cela, de ce baptême de feu, Aimé Cyprien Olinga? Écoutez, Bernard Dieudonné à Tangana, je suis un révolutionnaire. Et je vous disais tantôt que les révolutionnaires sont des hommes de conviction et essentiellement téméraires. La première fois que j'ai été interpellé ou j'ai été gardé en prison, c'est en février 2008. Et il vous souvient qu'en février 2008, il y a eu dans ce pays ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. En réalité, il ne s'agissait pas d'émeutes de la faim. Il s'agissait d'un combat révolutionnaire que nous avons mené, expliquer au peuple un certain nombre de choses. Parce qu'en fait, le projet de révision de la Constitution de 1996, qui consacrait la limitation de mandat à 7 ans renouvelables une seule fois, était menacé. Et nous avons pensé en tant que révolutionnaires, convaincus que nous sommes, que le changement et la modernisation de notre État serait ou sera le fruit du renouvellement régulier, n'est-ce pas, des élites à la tête de nos institutions. Il était de notre point de vue politiquement incorrect, moralement inacceptable et extrêmement scandaleux. Et que on nous apporte un projet pour dire la limitation de mandat est devenue antidémocratique. Alors que cette limitation était le fruit d'un consensus issu de la tripartite de 1991 et qui a abouti à l'adoption de la Constitution révisée de 1996. Et venir nous dire, alors je voudrais rappeler ici que cette révision constitutionnelle a été faite par l'Assemblée nationale et que c'est le président en exercice, le président en place, le président actuel, le président Paul Biya, qui avait promulgué cette Constitution révisée de 1996. Nous n'avons donc pas compris pourquoi, à 2-3 ans de la fin du deuxième septennat, le RDPC au pouvoir s'est permis, comme à l'habitude, d'organiser des scènes folkloriques à travers le pays, frisant du vaudou un peu, et je dirais même de la sorcellerie, pour dire que la limitation de mandat est antidémocratique et qu'il faut laisser le peuple choisir. Mais attendez, c'est le même président qui a quand même, si la limitation de mandat était donc antidémocratique, mais c'est le même président qui avait promulgué la Constitution avec limitation de mandat. C'est ce que nous leur avions dit. Donc c'est parce que vous étiez... Et nous étions donc contre la révision de cette Constitution. Nous avons initié un certain nombre d'actions politiques pour dire à nos compatriotes, à nos militants, que pour nous, au Front démocratique révolutionnaire et en tant que révolutionnaires, nous n'allons pas accepter cette imposture. Parce que cela frisait effectivement l'imposture. Cela frisait du banditisme politique. Alors,
les tenants du pouvoir ont estimé au moment où, je vais vous rappeler qu'avant le déclenchement des émeutes, juste, je crois 2 ou 3 semaines après, dans tous les médias, le président, après son discours du 31 décembre, je crois 2007, avait dit qu'il a compris, après ce folklore que ses partisans ont fait à travers le pays pour dire non à la limitation de mandat. Le président, dans son discours de fin d'année de 2007, a dit « Je vous ai compris ». Alors, il a compris, n'est-ce pas, son peuple, à lui, le peuple du RDPC. Et moi, j'avais rétorqué dans tous les médias, sur tous les plateaux où j'étais invité, que le président dit qu'il a compris. Et il a compris le peuple. Je lui ai dit que c'est son peuple du RDPC qui l'a compris. Et que la majorité, une bonne partie, une frange importante du peuple n'était pas d'accord avec cette imposture. Et que cette partie du peuple, qui ne s'est pas exprimée à travers les meetings, ces meetings qu'on nous a interdit de faire, va s'exprimer tout de même. J'ai dit dans les médias que le peuple ne laissera pas passer. Je vais vous dire que j'ai reçu des dames venant du champ avec les houes, venir me dire, nous souffrons déjà trop. Et nous pensions que notre souffrance allait s'arrêter dans 3 ans, c'est-à-dire en 2011. Les dames d'où? Mais des dames, des militants de mon parti. Quand je parle des dames venant des champs, c'est pour vous dire que même le petit peuple aspirait au changement en 2011. Croyez qu'en 2011, on allait aboutir à un changement des régimes. Et que la souffrance, ce petit peuple m'a fait comprendre que nous sommes encore prêts à supporter les 3 ans qui nous restent, mais nous ne pouvons pas supporter si après ces 3 ans, on nous dit que ce cycle infernal de pauvreté, de misère, de non prise en compte de notre bonheur devrait continuer. J'ai dit cela dans les médias, que le petit peuple n'acceptera pas. Le peuple qui n'est pas celui qui est allé faire le folklore là, ne va pas accepter. Et ce peuple va également s'exprimer. Et je crois que 2 semaines après, le peuple s'est exprimé. Le peuple, le vrai également, pas seulement celui qu'on nous a présenté et qu'on a l'habitude de nous présenter, s'est exprimé et ça a créé une situation qu'on a observée de trouble social. En réalité, il ne s'agissait donc pas les émeutes de la faim. Mais ceux qui ont dit émeutes de la faim savaient pertinemment que ce n'était pas une question de famine. Ils ne voulaient pas faire ressortir ce qui sous-tendait les émeutes, c'est-à-dire le mal-être social, c'est-à-dire la volonté du peuple de sortir de presque 35, 34 ans du système gouvernant actuel. Ils voulaient autre chose. Alors, on vous a donc arrêté et on vous a mis en prison. On m'a mis en prison pour une raison. Oui. Parce que on a dit que c'est moi qui lançais des appels à l'insurrection, parce que c'est ce que le procureur m'a signifié au moment où il signait mon mandat de dépôt. C'est vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait même fermé une radio de la place, Magic FM, pour ne pas citer ce média-là, où on m'a signifié que c'est à travers les ondes de Magic FM, des autres radios, où que je lançais des appels au soulèvement et à l'insurrection. Et il m'a été dit un peu avant d'être arrêté également que, comme nous avions projeté, nous disions que pour que cette révision passe, il faudra marcher sur nos cadavres, et que nous avions projeté, justement, certains camarades du parti et moi, aller faire un sitting devant l'Assemblée nationale. Bon, il paraît que dans les structures de décision, ils ont donc décidé de nous neutraliser pour nous empêcher d'être libres au moment où cette révision allait se faire. Et les ont, après les émeutes auxquelles je faisais allusion et qui étaient le ras-le-bol du peuple qui disait on en a marre, nous ne voulions plus que ça continue. On m'a signifié que c'est mon discours révolutionnaire incendiaire. J'ai appelé des gens à se soulever et ils se sont soulevés. On m'a donné les mêmes chefs d'inculpation qu'on a donné à M. Camteau il y a très peu.
Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je considère que Kamto est également, dans une moindre mesure, un révolutionnaire. On va y arriver donc, tout à l'heure. Et il fallait donc me neutraliser. Je regardais, j'étais en prison au moment où le projet de loi du gouvernement qui enlevait, ou si vous voulez, qui déverrouillait la limitation de mandat passait à l'Assemblée nationale. Ils se sont arrangés à quand même ouvrir le téléviseur de la cellule où j'étais pour voir comment on adoptait. Et je crois qu'avec un certain nombre de choses, quelques mois après cette révision, on m'a élargi, la justice m'a élargi, j'ai été libéré. Dans tous les cas, la deuxième fois, c'était... Vous avez subi un calvaire. Un calvaire, je peux vous dire que c'était... À l'extérieur et même à l'intérieur de la prison. Ce sont des éléments que je ne peux pas raconter sur un plateau de télévision. Je crois que lorsque j'écrirai un des livres, je suis même en train d'écrire des livres, les gens liront cela. En tout cas, c'est le trajet révolutionnaire de celui qui incarne l'espoir, le Front démocratique révolutionnaire. C'était un véritable calvaire où effectivement, j'ai frisé la mort à plusieurs reprises. Mais vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsque vous portez un projet, lorsque on vous a choisi, je suis aussi quelqu'un qui croit en Dieu. Et je me rappelle de cette disposition biblique où il était dit au roi David par Dieu qu'avant que vous ne soyez conçu dans le sein de votre maman, je vous avais déjà choisi pour être le berger de mon peuple. Et je pense que lorsqu'on est porteur d'un projet de refondation, un projet révolutionnaire comme le nôtre, on doit nécessairement être épaulé ou soutenu par une divinité. Et en parlant des divinités, il y en a deux. Il y a Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre, et il y a Mammon. Certains choisissent Mammon, moi j'ai décidé de choisir le Créateur. Et comme j'ai la conviction qu'il est le plus fort, c'est pour cette raison que je tiens bon. Et que tous ceux qui ont tenté de me faire du mal, d'une manière ou d'une autre, ont vu la présence de Dieu et la main de Dieu sur moi. Et je voudrais dire ici également que je suis en train de mener un combat et je m'adosse sur Dieu. Je ne voudrais pas que mon sang un jour soit versé par le fait d'un groupuscule de personnes, quelle que soit leur conviction. Qu'ils aient choisi Mammon, c'est leur problème. Mais celui qui posera sa main sur Aimé Cyprien Olinga, je le dis, parce que je sais derrière qui je me suis réfugié, derrière Dieu, c'est lui qui posera sa main sur moi jusqu'à la 10e génération. Payera. À sa 10e génération, les effets seront dévastateurs. D'accord. Ok, mais Cyprien Olinga, on repense encore au feu Charles Ateba Yéné. Oui. On se souvient, on vous a parfois vu avec feu Charles Ateba Yéné. Oui. Que partagez-vous avec lui et qui était du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Ben, écoutez, Charles Ateba Yéné, pour moi, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup admiré. C'est quelqu'un qui a beaucoup admiré mon combat. Charles Ateba Yéné également, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui était un prophète. Vous savez, c'est pour ça que je vous disais tantôt que j'ai choisi Dieu. Je sais identifier, moi. J'ai la possibilité de voir ce que les hommes ordinaires ne peuvent pas voir. J'ai lu en Charles cette étoile. J'ai lu en Charles ce prophète qui travaillait comme dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, qui était ce Jean-Baptiste qui demandait aux gens de se ressaisir. Et j'ai observé qu'il demandait effectivement à son camp, au RDPC, de se ressaisir, de changer. Changeons. Et c'était une étoile, c'était un prophète. Je savais plus ou moins que Charles était quelqu'un qui avait beaucoup de choses à apporter dans ce pays pour sa transformation. Et comme il avait beaucoup d'estime envers moi, il m'appelait seulement grand frère. Je peux vous dire, je peux le révéler ici,
avant que Charles n'entre dans n'importe quel plateau de télévision, et j'ai gardé son numéro de téléphone dans mon téléphone jusqu'à ce moment. Charles m'envoyait un message, soit il m'appelait pour dire, grand frère, je suis en train d'entrer dans le plateau de tel ou tel média, essayez de suivre. Et je suivais. À la fin de l'émission, il m'appelait et dit, comment vous avez apprécié? Je lui disais, c'est bien, mais ici vous avez fait comme ça, vous auriez dû. Et on faisait l'autocritique. Charles était pour moi, au sein du RDPC, l'une des valeurs sûres qui pouvait assurer à ce parti-là une espèce de survie après son dirigeant central actuel. Parce que lui, au moins, il incarnait une certaine crédibilité. Et au sein de ce parti, justement, il y a pour moi, je ne me le cache pas souvent, 2 personnes. Et c'est depuis une vingtaine d'années que nous avons cheminé ensemble. Charles, auquel tu faisais allusion, et Pascal Messanga Nyamding. Pour moi, c'était des valeurs sûres, ces hirondelles qui annoncent le printemps, qu'à l'intérieur du système RDPC, on aurait dû suivre si ces gens voulaient véritablement travailler dans l'intérêt du Cameroun. Ces 2 personnes travaillaient pour le Cameroun. Ils ne travaillaient pas simplement pour les intérêts égoïstes ou alors les intérêts d'un parti. Ils travaillaient pour le Cameroun. Et moi, j'aime les gens qui travaillent pour le Cameroun. Évidemment, au sein du RDPC actuel, je ne peux pas dire que c'est du tout pourri. Nous avons des valeurs sûres là-bas avec lesquelles, dans le cadre du programme de refondation nationale, les révolutionnaires travailleront un jour pour remettre ce pays à neuf. Charles, pour moi, incarnait quelque chose de suffisamment fort. Et cette affection, je l'ai plus ou moins déplacée également sur Charlemagne Messanga Nyamding, même s'il appartient à... Sur le plan idéologique, nous ne nous accordons pas souvent sur une ou 2 choses. Je pense que ce sont des valeurs sûres que le pouvoir en place mériterait à exploiter de manière judicieuse pour essayer de se crédibiliser un tout petit peu, parce que ce système, il est totalement décrédibilisé. Ok. Aimé Cyprien Olinga, presque dans la même lancée, dans nos recherches, on nous a parlé de vos négociations avec un proche du président de la République, Paul Biya. Il s'agit du regretté Redé Owona. De quoi peuvent parler un dur du régime et un révolutionnaire? Vous faites très bien de poser cette question et je crois que ça me permet d'expliquer davantage à l'opinion d'où venait notre colère en 2008 pour dire que nous ne pouvons pas accepter l'imposture, c'est-à-dire la révision constitutionnelle. Voici ce qui se passe. En 2004, nous avions déjà, quand je dis nous, le Front démocratique révolutionnaire avait déjà une bonne dizaine d'années, avec Aimé Cyprien Olinga, resté rigide, très rigide, sur les principes qui guidaient et qui guident actuellement notre action politique révolutionnaire. Je ne voulais jamais accepter un quelconque compromis avec le pouvoir. Mais il est arrivé qu'en 2003, lorsque le président Paul Biya a été annoncé mort, en 2003, je peux vous affirmer que le Cameroun, je l'ai observé, j'ai été à certains endroits, j'ai vu comment tout semblait aller dans tous les sens et que tout risquait de basculer. Au point où je me suis retrouvé dans un hôtel de la place où il y avait une cérémonie de mariage d'une amie à moi qui est rentrée d'Europe. Je suis parti à 22 heures de cette cérémonie parce qu'il fallait que je me mette en sécurité. Je me suis rendu compte que dans la salle, pendant cette affaire-là, parce que c'est ce jour-là, le matin, qu'on avait annoncé le président décédé, tout le monde était inquiet. C'était une fausse rumeur. Bien entendu. Tout le monde était inquiet. On me posait la question, est-ce que c'est vrai que le président, on annonce? Je disais que, à tous ceux qui m'interrogeaient, attendez le communiqué officiel.
Pour l'instant, ce n'est que la rumeur. Attendez le communiqué officiel. Mais j'avais remarqué qu'au cours de cette cérémonie, tout le monde, là où j'étais assis, venait vers moi pour dire, Président, dites-nous, est-ce que je me suis senti un peu en insécurité? J'étais obligé de m'excuser auprès de mes amis pour que, avec ma femme à l'époque, nous nous mettions en sécurité. J'ai donc compris que le Cameroun était en train de vivre des moments d'incertitude. Et quelques semaines après, le président il est rentré et c'était un ouf de soulagement. Parce que de mon point de vue, je pense et j'ai toujours pensé que le président doit assainir, mettre un certain nombre de jalons d'une vraie démocratie pour que l'alternance ne se fasse pas dans la confusion. Et en 2004 donc, c'était je crois quelques mois simplement après cette fausse rumeur, j'ai été approché par justement les proches de ce proche collaborateur du chef de l'État. Je dois avouer que parmi ces proches, il y avait un de mes enseignants de terminale qui m'a enseigné la philosophie en terminale, un de mes professeurs de philosophie qui faisait partie de l'entourage de ces très proches collaborateurs du président de la République, qui a parlé de moi aux très proches collaborateurs et qui s'est rendu compte qu'effectivement, il avait lui-même beaucoup d'admiration pour le jeune révolutionnaire qui croyait en ses idéaux et il lui a demandé de me contacter. On m'a rencontré justement pour m'expliquer que le chef de l'État, le président Paul Biya, a vu comment le pays a failli basculer dans l'incertitude après l'annonce, la fausse rumeur de son décès. Et il est revenu dans le pays, il est à l'intérieur du pays. Le président souhaite prendre ce septennat, qui est le dernier au regard de la Constitution, pour assainir le pays, pour moderniser les institutions, de manière à léguer ce pays à votre génération au terme de ce septennat, c'est-à-dire en 2011, en paix, comme il l'a reçu. Le président veut donc reprendre ce mandat-ci, ce septennat, pour moderniser les institutions, pour viabiliser la démocratie, pour rendre la démocratie vivante, de manière à ce que, à son départ, à la fin de ce septennat, qu'il a dénommé le septennat des grandes ambitions, qu'il vous lègue ce pays à vous et à votre génération, pas à moi, il disait à votre génération, parce qu'à l'époque, on m'avait fait comprendre également que le chef de l'État a envoyé le même message à tous les présidents des sections de logis de son parti, qu'il a envoyé le même message, qu'il voudrait véritablement prendre ce pays à nouveau pour le moderniser, mais avec ces jeunes que nous étions, avec des jeunes brillants autour de lui, comme vous, c'est ce qu'on m'a expliqué, comme vous, des jeunes qui croient en ce pays, des jeunes patriotes qui devriez l'accompagner, l'aider donc à jeter les bases d'un pays nouveau. Et vous avez clairement été identifié comme un de ces jeunes qui, heureusement, feront le bonheur de cette nation, seront comme des éclaireurs, accompagneront le président avec votre façon de faire, vos idées, vos propositions au cours de ces septennats pour que ce soit une parfaite réussite et que le président de la République sorte par la grande porte avec tous les honneurs au terme de ce septennat. Voilà le message qu'on m'a apporté. Et j'ai demandé à réunir l'instance dirigeante de mon parti. Il s'appelle le Conseil révolutionnaire suprême. Le Conseil révolutionnaire suprême, c'est l'instance, c'est l'organe exécutif du Front démocratique révolutionnaire. C'est ce que les autres appellent, c'est ce qu'on appelle dans les autres partis politiques le bureau politique. Chez nous, ça s'appelle le CRS, le Conseil révolutionnaire suprême, qui est prévu pour avoir 75 membres. Alors, à l'époque, nous étions 33. J'ai réuni les membres du Conseil révolutionnaire, je leur ai présenté la situation. Ils m'ont dit, Président, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, le Président semble avoir compris notre combat. C'est lui de faire du Cameroun un pays nouveau. Et il veut nous associer dans la réflexion, dans la mise en chantier de la modernisation des institutions et du système de transmission du pouvoir qui est le système électoral. Nous pensons qu'il nous a tendu la main. Nous n'avons pas le devoir
ou le droit de ne pas accepter la main tendue. Nous devons participer à moderniser les institutions, surtout que c'est son dernier septennat. Et il nous a promis de travailler avec la jeunesse, y compris celle de son parti Logis. Parce que le message qui m'a été porté, on m'a fait comprendre que ce message a également été porté à tous les responsables, tous les présidents de section de Logis. Donc, le président semble avoir fait un bon choix de choisir une nouvelle orientation à travailler avec les jeunes qui aujourd'hui seuls peuvent lui apporter du sang neuf et des idées nouvelles pour moderniser notre pays. Nous allons saisir cette main tendue et mes collaborateurs, mes partisans ont accepté cela. Et c'est dans cette mesure, dans ce cadre-là, que justement j'ai été le proche collaborateur du président auquel vous faites allusion, 3 mois avant les élections de 2004, notamment au mois de juin, il m'a fait appeler à la présidence de la République. J'ai été reçu par un des conseillers du président de la République, je crois que c'est lui qui est chargé des affaires politiques, le conseiller Tikela Kemone, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, Tikela, qui m'a donc relaté, le ministre René Ona m'a demandé de vous recevoir et il a pris connaissance des propositions que vous avez faites après l'entrevue que vous avez eue avant avec les émissaires qui avaient été envoyés. Il a reçu le message, il a vu que vous avez accepté la main tendue, il a vu les propositions que vous avez faites pour votre entrée dans cette dynamique de refondation que le président veut initier à travers le projet de des grandes ambitions. Nous sommes toujours avec Aimé Cyprien Olinga, le président du Front démocratique révolutionnaire. Alors Aimé Cyprien, sur les réseaux sociaux, une activiste suisse d'origine camerounaise accuse le ministre Grégoire Ouona, il est secrétaire général adjoint du RDPC, de posséder un passeport de l'Union européenne. Le ministre dément. Quel est votre avis dans cette affaire? Écoutez, moi j'ai lu cette actualité, je dois avouer que j'ai été très embarrassé. J'ai eu moi-même, sur un certain nombre de réseaux, une liste de personnalités qui gouvernent ce pays, qui ont justement des nationalités étrangères. Si elle est vraie, parce que ça peut être... Oui, j'ai dit donc que, curieusement, le nom de ce ministre auquel vous faites allusion était également mentionné dans cette liste-là. Je crois qu'il faut dire que nos dirigeants ne sont pas sérieux. Et je comprends pourquoi le pays est mal géré. Parce que lorsque vous examinez cette liste qui m'a été envoyée par une source, et que vous constatez que presque 80% des membres du gouvernement ont des passeports, il n'est pas seul dans cette condition. Mais il y a beaucoup d'autres, sinon près de 80-85%. Qui ont des nationalités. Mais pour le cas précis, moi voilà. je crois que le ministre n'a pas de raison de démentir quoi que ce soit. Bon, s'il ne se reconnaît pas, il peut démentir. Moi je pense qu'on doit apprendre à être sérieux dans ce pays. On ne doit pas démentir pour le fait de vouloir démentir lorsque des faits sont réels. Mais je crois qu'à terme, nous aurons beaucoup plus d'amples précisions sur cette histoire et que le ministre, s'il est élégant, devra donc démissionner. Parce que dans ce pays, vous savez que pour occuper certaines fonctions, on a dit qu'il ne fallait pas avoir des nationalités étrangères, mais nous ne comprenons pas pourquoi les dirigeants à un très haut niveau dans notre pays ont 2-3 passeports. Vous savez que notre pétrole est géré la double nationalité n'est pas acceptée au Cameroun. C'est ce qu'on retient ici. Elle n'est pas acceptée, c'est à tort. Moi, j'ai dit, il faut accepter la double nationalité, mais il faut l'encadrer par des lois pour faire en sorte que ceux qui ont la double nationalité s'occupent et effectivement prennent part à l'évolution économique de notre pays, mais que des postes qui sont des postes de souveraineté, c'est-à-dire le gouvernement, des élus, soient quand même des postes où on retrouve des gens
qui sont restés, j'allais dire, fidèles à la République. D'accord, on vous a compris à ce niveau. Maintenant, on sort de cette question-là vous avez évoqué tout à l'heure le cas Maurice Kamto. Effectivement, Maurice Kamto a décidé de faire un meeting en France. Nous sommes dans l'actualité, mais celui-ci est menacé de troubles par des patriotes camerounais qui exigent des excuses publiques des membres de la BAS. La BAS, c'est la brigade anti-Sardina, qui ont régulièrement attaqué le président de la République lors de ses séjours en Europe. Que pensez-vous de cette dernière, de cette dérive guerrière de notre politique? Ben écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez dérive guerrière. Je voudrais vous faire remarquer le mot est très bien placé à ce niveau. Non, je n'ai pas dit que le mot n'est pas bien placé. Oh, okay. Mais moi, j'ai des considérations politiques. Vous savez, nous sommes des leaders politiques. Nous nous battons pour un certain nombre de causes. Ce que vous pouvez qualifier de logique guerrière, nous pouvons la qualifier autrement. Je voudrais faire observer ici que nous sommes là dans un combat politique. Évidemment, nous autres, nous pouvons regretter le fait que le président ait été parfois bousculé à l'étranger. C'est vrai aussi que nous aurions souhaité que cela se passât ici. Vous savez que notre espace politique est totalement verrouillé. Si on avait laissé la possibilité au peuple camerounais, à des leaders politiques, à des partis politiques, justement, de pouvoir manifester leur courroux à l'intérieur du pays, je pense que ces Camerounais ne seraient pas allés justement menacer le président à l'extérieur. C'est parce qu'on a verrouillé l'espace politique à l'intérieur que aujourd'hui, ceux qui ont la possibilité de le faire à l'extérieur ont choisi le champ. Mais je veux savoir si le Front démocratique révolutionnaire condamne cela. Quoi? Condamne ces exactions. Quelles exactions? C'est-à-dire qu'on a dit dans la question que le président est attaqué. On a dit ici, la BAS a régulièrement attaqué le président de la République. Je sais que là, vous condamnez. C'est ce que je voulais savoir lors de ce séjour en Europe. Écoutez, moi, je ne condamne rien du tout et je n'approuve rien du tout. Je n'approuve pas la démarche de la BAS, n'est-ce pas? Ça, c'est la position du Front démocratique révolutionnaire que je vous donne. Je ne condamne pas. Je peux condamner dans une mesure ce qui s'est passé dans les ambassades. Ça, je n'apprécie pas cela. Et le Front démocratique révolutionnaire ne l'apprécie pas. Maintenant, quand on enlève ce qui s'est passé dans les ambassades, le reste, je n'approuve pas, je ne condamne pas. Ce sont des stratégies que chaque parti politique, des stratégies de lutte que chaque parti politique met en place pour mener son combat. Je ne peux donc pas condamner la démarche stratégique du MRC, n'est-ce pas, par rapport à sa vision politique, à son combat. Nous avons également notre démarche stratégique. Donc, moi, je ne condamne rien du tout. Ce que je condamne, c'est l'attaque des ambassades, le saccage, c'est tout. Le reste, je ne condamne pas, je n'approuve pas. Ok, on est presque dans le même chapitre. Hein, afin d'obtenir le soutien des États-Unis, lui permettant d'accéder au pouvoir, Maurice Kamto a rencontré Tibor Nagui, le chargé des affaires africaines au gouvernement américain. Action opportuniste ou intelligence contre son pays, le Cameroun. Quelle est votre vision de cette démarche du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Écoutez, un acteur politique doit nécessairement rencontrer des leaders du monde. C'est ma conception. D'ailleurs, lorsque vous n'avez pas la possibilité de rencontrer les autres leaders du monde, il faut vous inquiéter sur la portée politique de votre action. J'estime que les acteurs politiques doivent régulièrement même rencontrer les représentants des gouvernements, des autres nations. C'est important. Nous sommes dans un monde interdépendant. Et il faut bien que ceux qui sont au pouvoir rencontrent ces leaders, que ceux qui sont dans l'opposition comme nous puissions également rencontrer régulièrement ces leaders pour savoir, avoir un certain nombre d'informations sur la marche du pays, pour que demain, lorsque nous remplacerons ceux qui sont là, mais qu'on soit déjà imprégné d'un certain nombre de réalités. Sur ce point de vue-là, j'estime que la rencontre entre les deux personnes ne pose pas problème. Maintenant, s'il faut considérer que c'est être en intelligence avec l'ennemi, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, je ne peux donc pas dire que c'est une espèce de se mettre en intelligence avec qui que ce soit. Il n'a pas rencontré un maquisard, il a rencontré un officiel du gouvernement des États-Unis. Il n'a pas rencontré, je ne sais pas, un mafieux, c'est quand même le représentant du gouvernement américain. C'est normal que
un acteur de poids, un acteur politique de poids puisse rencontrer les responsables des gouvernements étrangers. Sans Ok, qu'on puisse vous faites bien de dire qu'on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Ils ont parlé. Donc je présume on s'arrête à ce niveau-là. Tout à fait. Ok, tout récemment, le biais d'après des informations, Oui. le biais du professeur Messanga Yamding, Charlemagne, Oui. a été subtilisé au secrétariat général du comité central du RDPC. Est-ce normal que les responsables se comportent de cette manière, Aimé Cyprien? Ben, écoutez, cette affaire-là m'a beaucoup... C'est lorsque je suis rentré des obsèques de membres de ma famille qu'on m'a informé que cela s'est produit. C'est produit. J'ai été un peu amusé parce que je me suis posé la question de savoir, Charlemagne Messanga Yamding aurait-il été exclu du RDPC? Et ne serait-il plus membre du comité central du RDPC? Quand on sait que parmi les corps constitués nationaux qui rencontrent souvent le président de la République à l'occasion de cette cérémonie, et qui est un rituel républicain, on a souvent vu le membre titulaire du comité central désigné par le président de la République, chef de l'État, qui s'appelle Messanga Yamding. Je me suis posé la question, que s'est-il passé subitement? Charlemagne serait-il devenu je ne sais pas, un militant de base, ne serait-il plus membre du comité central? Mais moi, ça ne m'amuse pas. Je crois que le parti de M. Biya et son gouvernement aujourd'hui fonctionnent comme une mafia. Et ça inquiète le révolutionnaire que je suis, ça inquiète le peuple camerounais. On a l'impression aujourd'hui que le pays est pris en otage par un certain nombre de réseaux mafieux qui se neutralisent, s'étripent, mais de manière tout à fait en sourdine. Je pense que... Mais ce qui est quand même curieux dans cette affaire, mais c'est Prolinga, c'est que d'après des informations, le nom du professeur Charlemagne est parti de la présidence de la République. Oui. Son biais est parti de la présidence de la République et est arrivé au comité central. C'est au comité central que ce biais aurait disparu et pourtant, le biais destiné à madame est arrivé à bon port. Écoutez, moi je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Je vous ai dit que ce pays fonctionne aujourd'hui comme une mafia et ça inquiète le révolutionnaire que je suis. Et effectivement, j'ai eu ces informations. Où est donc parti le biais du professeur? Si le biais est parti de la présidence de la République, a-t-il disparu entre la présidence et la résidence du professeur en Kondongo? Certainement que le biais serait en train d'être... peut-être qu'il est encore au niveau de la poste centrale. Mais pensez-vous que le professeur Charlemagne Messanga Yamding pourrait basculer pour aller à l'opposition? Je connais le professeur Pascal Charlemagne Messanga Yamding comme quelqu'un qui a des convictions. Et moi, j'aime les hommes de conviction. Je vous ai expliqué tout à l'heure, parlant d'Ateba Yini, on peut ne pas partager mes convictions à moi, des révolutionnaires. Mais si vous avez des convictions, je l'ai souvent entendu parler du biaïsme et tout ça, ça dit que je trouve en lui une espèce de sincérité, de quelqu'un qui croit à quelque chose. Ça dit que nous ne partageons pas, je ne serai jamais biaïste moi, mais le fait de le voir défendre ce biaïsme avec conviction me fait dire que c'est un homme admirable. Il faut que dans ce pays, on ait des hommes de conviction qui savent les défendre. Et Charlemagne Messanga Yamding, ne partageant pas, étant du RDPC, mais il défend bien ses convictions. Il défend bien le président de la République. Il est d'ailleurs, il est le président du mouvement des biaïstes. Je ne comprends donc pas pourquoi c'est quelqu'un qui, sur tous les toits, clame qu'il défend les positions du président de la République, a des crocs en jambes de la part de ses propres camarades du parti. Ça voudrait dire ce que j'étais en train de vous dire. Le Cameroun aujourd'hui a des réseaux mafieux tapis dans l'homme qui ont pris le pays et la République en otage. Et que je voudrais dire ici à ces réseaux que s'ils pensent qu'ils peuvent neutraliser un certain nombre d'acteurs, ils peuvent, parce qu'à ce moment-là, ils sont sur le point. Hein, quand on observe ce qui se passe, moi j'ai l'impression qu'ils veulent neutraliser le président de la République. Et par conséquent, à l'intérieur du RDPC, il faut museler ceux qui encore soutiennent le président et qui peuvent avoir une certaine crédibilité aux yeux de l'opinion. S'ils vont neutraliser le président de la République, c'est leur affaire entre eux au RDPC. S'ils veulent neutraliser le professeur Charlemagne Messanga Yamding,
même comme nous ne partageons pas les convictions de Msanga Nyamding, les révolutionnaires ne laisseront pas faire. D'accord. Ok. Pourquoi donc, est-ce que, parlant du RDPC, pourquoi vous, de l'opposition, vous ne mutualisez pas les forces pour damer le pion au Rassemblement démocratique du peuple camerounais? La mutualisation des forces est une bonne chose. Mais la mutualisation des forces dans le contexte actuel serait j'allais dire quelque chose qui ne portera aucun fruit. Voyez-vous, lorsque nous pensons et que nous sommes restés intransigeants sur les réformes préalables, même si l'opposition actuelle, même ceux qui sont de la majorité, tous se réunissent aujourd'hui pour dire nous faisons partie de l'opposition, nous mutualisons nos forces. Si on n'a pas réformé, refondé la Constitution et les institutions, si on n'a pas réformé fondamentalement le système électoral, si on n'a pas mis en place un système électoral entièrement maîtrisé, biométrique, je vous assure, la mutualisation des forces de l'opposition ne donnera pas de résultats contraires à ce que nous observons aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous disons, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Les réformes avant et la mutualisation des forces peut venir après et ça pourra avoir un sens. Mutualiser les forces dans le contexte actuel ne donnera aucun résultat probant. D'accord, ne donnera rien. S'il y a un autre sujet qui défraie la chronique, Aimé Cyprien Olinga, ce sont les artistes là qui menacent de descendre dans la rue. Oui. Depuis 15 ans exactement, les artistes ayant soutenu la campagne du président national, le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, revendiquent le paiement de leurs prestations. Paul Biya aurait donné l'ordre de payer, mais des responsables du secrétariat général de ce parti refusent d'appliquer la décision du président national. N'est-ce pas un acte d'insubordination? N'est-ce pas une contestation publique de l'autorité du président de deux? Acte d'insubordination, oui. Acte de contestation de l'autorité du président de la République, 3 fois oui. Parce que, je vous assure, monsieur Atangana, je suis le guide national de la révolution camerounaise, président national du Front démocratique révolutionnaire. Je n'imagine pas que notre parti soit au pouvoir et que j'instruise les membres de mon parti ou de mon gouvernement de régler un problème. Et que des semaines, des mois après, le problème n'est pas résolu, le problème n'est pas réglé, et ces messieurs continuent quand même de faire partie de mon équipe gouvernementale. Ça démontre de mon point de vue une chose. Le Cameroun, même M. Biya est victime, il est pris en otage par les propres réseaux que lui-même il a mis en place et aujourd'hui, il ne contrôle plus ces réseaux. J'ai l'impression. Et je voulais préciser que, concernant cette affaire, les artistes ont presté dans le cadre de la campagne présidentielle que nous en 2004. Et la facture s'élève à 90 millions de francs CFA. Oui. Et nous avons tous les documents en notre possession. D'ailleurs, on recevra le leader de ces artistes, oui. Celui-là qui accompagnait les artistes du côté de Vomeka, oui. Celui-là qui accompagnait les artistes pour ces différentes prestations. Il s'agit bien de Roméo Dika, oui. Qu'on recevra également dans le cadre de l'émission Réverbère dans les prochains jours. Oui. Alors, on a donc ordonné le paiement parce que nous allons montrer tous les documents qui sont en notre possession. Oui. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, après beaucoup d'années, les instructions du président n'ont pas été respectées. Donc, il n'y a pas eu paiement. C'est pour ça que j'ai dit que cette affaire démontre à suffisance que le président est en train de perdre la main. Peut-être que lui-même, il ne le constate pas. Mais nous, en observateurs avertis, nous, en hommes de pouvoir, en constitués que nous sommes pour diriger cette nation, nous ne pouvons pas comprendre que c'est lui qui est le leader central, qui doit impulser une dynamique. Dit, voilà la direction que je veux, voilà l'orientation. Mais vous voyez des gens qu'il a cooptés dans son équipe ramer à contre-courant. Et il est tranquille dans son petit coin. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'on paye le plus vite possible. D'ailleurs, je voudrais dire que, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, en 2004, le Front démocratique révolutionnaire
a signé la plateforme d'accompagner le président au cours du septennat 2004-2011. Et justement, nous avons battu campagne en 2004 pour M. Biya, lorsque ses proches collaborateurs nous ont expliqué ce que je vous ai dit auparavant. Et maintenant, nous avons claqué la porte et nous avons été très amers de constater que ce qu'on nous avait proposé, ce qu'on nous avait dit, ce qu'on nous avait donné comme orientation a été dévoyé. Maintenant, nous avons vu justement ces artistes dans le cadre de cette campagne se mettre en évidence, prendre même le risque de faire des actions d'éclat pour rehausser justement la campagne du président de la République. Mais nous ne comprenons pas pourquoi 15 ans après, ils ne sont pas payés. Nous ne comprenons pas du tout. Alors, ces artistes menacent d'aller bloquer le comité central du RDPC le 24 de ce mois, à la veille du lancement de la campagne des élections législatives et municipales. Ces artistes sont vraiment courroucés parce que dans les rangs, il y a ceux qui sont morts, comme il y a beaucoup d'artistes qui sont décédés, qui faisaient partie de ce mouvement. Voilà, et il y a Essoué Somba qui est décédé. Non, pas Essoué Somba, JB Somba. Voilà, JB Somba qui est décédé dernièrement dans le Zapper. La liste est loin d'être exhaustive. Et il y a même une artiste dont le pied a été amputé, qui faisait partie de ce mouvement. Alors les artistes vont donc bloquer le comité central au cas où on ne paye pas la note. Non, il faut qu'il... moi, j'ai l'habitude de dire effectivement que quand on a un problème, c'est celui qui est malade qui doit manifester son courroux et sa douleur. Les artistes sont dans leur bon droit d'aller bloquer toutes les activités du comité central. C'est leur droit. Le 24 janvier. Il faut... D'ailleurs, je voudrais même demander, au-delà des artistes, que la population, les révolutionnaires, justement, accompagne les artistes dans le cadre de cette revendication, j'estime, pacifique de leurs droits. Je n'ai pas compris. Et il faut que le président... Ce ne sera pas seulement pacifique parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui seront là, donc qui comptent même faire des bruits de ce côté-là. Je parle en révolutionnaire. D'accord, ok. Et je dis donc le président de la République, au cas où il n'était pas encore au courant, doit prendre, ce n'est pas une injonction, je voudrais... Non, vous parlez comme un leader politique. Qu'ils prennent des dispositions pour que les artistes puissent avoir leur dû. Ça a trop duré 15 ans. D'accord. Ça a trop duré. Aimé Cyprien Olinga, pour sortir de cette question, il faut préciser que la démarche administrative a été respectée. Comment vous appelez ça? La déclaration. La déclaration, la demande de manifestation. La déclaration en manifestation publique a été déposée auprès du gouverneur, du MINAT, du ministère de la Communication et même du comité central du RDPC. Donc, ils ne vont pas dire que cette démarche n'a pas été respectée. Voilà. D'accord. Alors, le Premier ministre, chef du gouvernement, John Ngouté, vient de passer 1 an à la primature, vous le savez bien. Que pensez-vous de son action? A-t-il conduit avec autorité son gouvernement? John Ngouté. Écoutez, le Premier ministre John Ngouté, je l'ai rencontré une fois dans le cadre des consultations avant le grand dialogue national. Il m'a paru de quelqu'un de modéré, de quelqu'un de suffisamment qui a de la hauteur, qui a effectivement la carrure même d'un homme d'État. Mais seulement, je dois avouer que je suis pas du tout satisfait de la première année justement de son gouvernement. Le Premier ministre, j'estime qu'il n'a pas suffisamment pris en main son autorité. J'estime qu'il a laissé, je ne dirais pas des imposteurs, mais des personnes qui n'avaient pas le droit, n'est-ce pas, d'empiéter sur son champ d'action, le faire sans les rappeler à l'ordre d'un, ou alors sans référer à l'autorité suprême que le président de la République, pour mettre sur la balance son poids et dire, c'est moi quand même à qui vous avez confié le gouvernement. Et que vous aurez le choix à faire.
entre le Premier ministre que vous avez vous-même nommé que je suis et ces autres collaborateurs qui maladroitement sont en train de s'arroger mes prérogatives. Je pense que c'est le seul reproche que je peux faire au Premier ministre, c'est de n'avoir pas suffisamment utilisé la poigne nécessaire à un chef de gouvernement à conduire son équipe à l'égard de quelques imposteurs qui se sont introduits dans son champ d'action. Effectivement, est-ce que ce n'est pas, vous parlez de l'introduction dans son champ d'action, est-ce que ce n'est pas parce que peut-être il est influencé par le secrétariat général de la présidente de la République, parce qu'on ressent une trop forte présence du secrétariat général, de la présidence sur les actions des ministères? Alors, que pensez-vous vous-même de cet accaparement? Vous savez ce qu'on appelle faucon noir? On sent une forte présence d'un faucon noir dans l'action du PM. Écoutez, le faucon noir, j'ai souvent entendu parler du faucon noir, mais moi, je ne vais pas utiliser cette expression du faucon noir, parce que j'estime qu'au-delà du noir, on peut même aussi ajouter rouge. Il n'est pas que faucon noir. Faucon rouge. Et c'est pour cette raison, pour répondre directement à votre question, que j'étais en train de dire qu'à l'observation, nous avons l'impression que le chef du gouvernement a laissé des personnes que je pourrais qualifier d'imposteurs s'approprier les prérogatives constitutionnelles qui lui revenaient de droit. Vous comprenez? Vous avez parlé du SGPR. Ah, ok. Je ne comprends pas. Vous lâchez finalement je n'ai jamais compris, justement, monsieur Atangana, que si nous étions dans un pays sérieux, le Premier ministre, chef du gouvernement, est en fonction, il est là. Les ministres sont en fonction et ils sont là. Mais on vous dit que pour qu'un ministre signe un document, attribue un marché dans le cadre normal des activités de son département ministériel, les instructions sont venues du secrétariat général de la présidence de la République. Et cette manière de fonctionner, qui fait que vous avez un gouvernement avec un premier ministre chef du gouvernement, mais vous avez un secrétariat général de la présidence de la République qui s'arroge les prérogatives du chef de gouvernement, est un dysfonctionnement que nous, révolutionnaires, nous ne pouvons pas tolérer et que nous condamnons avec une extrême fermeté, monsieur. On a vu sa main dans les affaires du port autonome de Douala, on a vu sa main dans la réalisation des infrastructures de la CAN, on a vu son influence à ce niveau. Et cela fait en sorte que certains ministres se dessaisissent de leurs fonctions. Est-ce que c'est normal? Je voudrais vous dire quelque chose. Autant, je condamne l'accaparement des prérogatives du Premier ministre qui aurait dû s'en référer au président de la République et dire que soit c'est moi, le chef de gouvernement, soit c'est le SGPR. Et moi, je vous remets ma démission. C'est comme ça que ça se passe en République. Le reproche, le seul que je peux faire au Premier ministre, c'est qu'il soit resté tout... de marbre. Il n'est même pas resté de marbre, tout doux là. Comme si il a accepté que le SGPR soit son patron. Alors que sur le plan institutionnel et constitutionnel, le SGPR n'est pas le patron du Premier ministre. Donc, si tel est le cas, le PM doit reprendre son bâton de commandement. Il aurait dû le faire. Je ne sais pas s'il a encore le temps ou les possibilités, mais j'estime qu'un chef du gouvernement doit affirmer son autorité et que lorsque son autorité est bafouée, il doit s'en référer ou se référer au chef de l'État pour mettre son poids politique sur la balance en disant au chef de l'État, soit vous continuez de me faire confiance parce que vous m'avez nommé Premier ministre, et si, à l'observation, moi je constate que c'est maintenant le SGPR qui s'arroge les prérogatives constitutionnelles qui me sont réservées, eh bien, vous avez donc le choix. Soit c'est le SGPR, soit c'est moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, le président va arbitrer. D'accord. OK. M. Cyprien Olinga, un autre sujet qui défraie la chronique. D'ailleurs, dans l'actualité, une délégation de la CAF est au Cameroun en ce moment pour jauger la réalisation des travaux concernant les stades de la République
parce que le Cameroun devrait organiser le CHAN cette année et la CAN l'année prochaine. La Task Force a donc géré de nombreux projets jamais aboutis malgré des centaines de milliards investis par l'État. Ces responsables devraient subir quel sort du président de la République, d'après vous? Je ne sais Même pas. si on organise Je ne sais pas quel sort il devrait 2021. subir de la part du président de la République, parce que le président aujourd'hui ne nous montre pas les signes que c'est lui qui détient encore les leviers du pouvoir. Moi, je ne sais pas quel sort. Mais jusqu'ici, on sait que mais à l'observation, nous c'est lui avons le président. Oui, je sais. J'ai dit donc qu'à l'observation aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que c'est encore lui qui détient les manettes du pouvoir. C'est pour ça que je ne sais pas quel sort ces messieurs devraient subir. Si moi j'avais été à la place du président de la République en tant que révolutionnaire, j'aurais déjà débarqué tous ceux qui sont impliqués dans les chantiers non aboutis de la CAN. J'aurais déjà débarqué tous ceux qui sont impliqués dans les chantiers non aboutis des infrastructures. Des infrastructures telles que de la CAN. Les barrages de Lompanga, Memvele, le port de Kribi et tout, qui jusqu'à aujourd'hui, on nous a parlé de complexes industriels portuaires. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a jamais inauguré les grands projets que le président a présentés au peuple camerounais comme des projets phares de son septennat des grandes ambitions. Et on n'a jamais inauguré. Vous avez oublié l'autoroute. On n'a jamais inauguré Douala. les projets phares qu'il a proposés en 2011 comme les projets des grandes réalisations. Bon, aujourd'hui, nous sommes aux grandes opportunités. Zéro projet de grandes ambitions, zéro projet de grandes réalisations, zéro infrastructure de la CAN et autres. Curieusement, le président conserve tous ces acteurs-là dans son régime, dans son pouvoir, dans son gouvernement. C'est pour ça que je pose la question de savoir... Vous avez peut-être peur de dire qu'on doit couper les têtes de ceux-là qui ont... Non, moi, je n'ai pas peur. Freiné. Moi, je n'ai même pas la réalisation peur. des Parce travaux. que j'ai dit simplement que si moi, j'étais à la place du président, j'aurais débarqué très rapidement tous ces gens-là, effectivement, et je les aurais déjà renvoyés devant les juridictions. Et ces gens-là sont connus. Ils sont très bien connus. La task force, on sait qui coordonnait ces affaires-là. Et c'est pour ça aussi que j'allais chuter tout à l'heure en parlant des membres du gouvernement qui ont accepté que la task force, la fameuse, basée à la présidence, au secrétariat général de la présidence de la République, s'arroge les prérogatives qui étaient réservées à ces différents membres du gouvernement. Si moi j'avais été membre du gouvernement à ce moment-là, et avec ce qu'on observe de ce fameux, celui que vous appelez faucon noir et que moi j'appelle peut-être même faucon rouge, eh bien, moi je suis ministre et on m'impose ce qu'il est en train d'imposer à des membres du gouvernement qui ont accepté comme des agneaux qu'on gère leurs prérogatives depuis la présidence de la République. Moi j'aurais démissionné. D'accord. Il faut que dans ce pays, les membres du gouvernement, quand on vous donne les attributions, vous devez travailler. Et si vous estimez que les attributions qu'on vous a données, vous n'avez plus la possibilité de réaliser votre carnet de route parce que des gens tapis à la présidence de la République qui ne vont pas répondre à votre place quand ça va aller mal, interfèrent. Vous avez également le devoir et la possibilité de saisir le premier ministre chef du gouvernement et de saisir le président de la République pour leur faire comprendre que je suis totalement désarmé. Vous m'avez donné des attributions. Maintenant, un de vos collaborateurs m'empêche de les réaliser et moi, je ne vois pas quelle utilité je vais continuer. Pourquoi je dois continuer à être là, à observer, à être un vague-maître. D'accord, on vous a bien compris. Aimé Cyprien Olinga, on va déjà vers la fin de cette émission, mais on sort de la task force, on sort des infrastructures pour parler un peu des élections à venir, élections municipales et législatives. Nous sommes d'ailleurs à l'orée du lancement de la campagne. Les élections vont donc se tenir le 9 février 2020. Nous savons que vous n'y prendrez pas part, le Front démocratique révolutionnaire, mais pour la paix dans notre pays et la paix, pour un bon déroulement des dites élections, que dites-vous à vos compatriotes, en d'autres termes aux Camerounais? Écoutez, le Front démocratique révolutionnaire, qui est un parti qui veut la paix, qui est un parti qui veut l'harmonie, a posé à nos responsables au sommet, n'est-ce pas,
les éléments essentiels qui pouvaient contribuer à préserver cette paix, à savoir, ça c'est notre position, il faut que le monde le sache, nous avons dit qu'il faut un consensus national autour des questions électorales, autour du président de la République, pour lui faire comprendre que dans la situation actuelle, on ne peut pas organiser des élections libres, transparentes et crédibles sur l'étendue de notre territoire, et qu'il faut un compromis entre acteurs et le chef de l'État pour repousser, dans le cadre d'un compromis politique, ces élections pour 1 an et demi, 2 ans. Et que les acteurs politiques que nous sommes, le chef de l'État, mettent en place un gouvernement d'unité nationale pour une transition politique pacifique que lui-même mettra en place et à qui il confiera la mission de moderniser les institutions, c'est-à-dire la conduite. Et comme nous n'en sommes plus là, on sait que les élections auront lieu le 9 février. J'ai demandé... Maintenant, qu'est-ce que vous demandez? On laisse le fait que vous avez mis beaucoup de propositions. Mais maintenant, comme les élections auront lieu, qu'est-ce que vous dites aux Camerounais? J'ai dit à mes compatriotes, ce que j'ai dit aux militants du Front, nous avons décidé de ne pas prendre part à cette élection qui, de mon point de vue, ne sera pas différente des élections qui ont précédé et nous pensons que ce sera une autre mascarade. Et j'ai donné le mot d'ordre de boycott des élections. Nous sommes dans la logique de ne pas participer, de boycotter ces élections. Et mes compatriotes doivent savoir que le Front démocratique révolutionnaire est inscrit dans l'ordre du boycott. Point final. Ok, même si ceux qui se sont fait inscrire sur l'élection électorale peuvent aller voter, non, mais vous du FDR, vous dites que vous boycottez les élections. Ceux qui sont inscrits et ceux qui sont de mon parti doivent savoir que le mot d'ordre du Front démocratique révolutionnaire, c'est le boycott. Ils doivent rester chez eux. Ok, point final. Mais selon le président de la République et les dernières informations, les élections auront bel et bien lieu le 9 février 2020. Alors, on en a déjà un peu évoqué, on en revient tout à l'heure. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, accompagne de nombreuses grandes sommités du football africain dans notre pays. Donc, notre compatriote Eto'o-Fils est au Cameroun pour des évaluations des décisions sur le CHAN 2020 et la CAN 2021. Eto'o est là. Quelle décision pensez-vous qu'il la rendra publique? Le Cameroun organisera la CAN ou pas? Qu'est-ce que vous attendez de cette mission de la CAF? Je ne suis pas de la CAF. En tant que visionnaire révolutionnaire. Oui, mais je ne suis pas un prestidigitateur, je ne suis pas un devin ou un charlatan. Moi, je ne lis pas les affaires de la CAF, je peux lire autre chose. Bon, maintenant, je souhaite que le Cameroun organise cette compétition. Les deux, le CHAN et la CAN. Enfin, moi, oui, les deux, si vous voulez. Mais à l'observation, j'ai bien peur. Il y a trop d'insuffisance pour l'instant qui ne laisse pas penser qu'effectivement, nous pourrons organiser cette compétition dans une logique d'efficacité et d'efficience. Il y a encore beaucoup d'imperfections. Je me pose même la question de savoir si d'ici 6 mois, parce que les infrastructures doivent être prêtes d'ici 6 mois. Est-ce que nous serons prêts? Je doute fort que nous soyons prêts. Mais vivement qu'on organise. Je souhaite que nous puissions, je souhaite que le Cameroun, parce que ce serait quand même j'allais dire insulte au peuple camerounais, qu'après qu'on ait dépensé des milliers de milliards, n'est-ce pas, que les Camerounais ne puissent pas organiser cette CAN. Mais j'estime que ceux qui nous ont humiliés la première fois, de ne pas faire en sorte que nous organisions cette CAN, ceux qui ont fait en sorte que ces infrastructures aujourd'hui nous coûtent 2-3 fois plus cher qu'elles l'ont coûté ailleurs, ceux qui continuent à nous maintenir dans l'incertitude, allons-nous organiser, n'allons-nous pas organiser? Je pense qu'ils ont trop donné d'AVC aux Camerounais et qu'il faudra que M. Biya s'en débarrasse le plus rapidement possible pour préserver au moins les quelques vies humaines qui risqueraient encore de basculer par des AVC à cause de la non-réalisation des infrastructures, à cause de l'humiliation que la fameuse task force avec ses dirigeants risque encore de nous infliger. D'accord. M. Scipio Olinga, il nous reste donc 4 minutes. Oui. On va prendre 2 minutes pour la dernière question et 2 minutes pour la conclusion. Alors, dites-nous déjà en 1 minute 30 comment est structuré votre parti, le FDR.
Très bien. Le FDR, lorsque nous l'avons créé, comme j'ai l'habitude de le dire, un mouvement révolutionnaire sankariste, un parti justement qui devait donner un cadre à la jeunesse. J'ai ri quand je vois mes amis du PCRN actuel, les jeunes. Le parti de nous qui avions initié cette affaire d'impliquer la jeunesse. Et nous avions dit que l'idéologie qui sied le mieux à la jeunesse, qui est ambitieuse, c'est la révolution. Et le FDR a été créé comme parti de refondation, surtout qui donne un cadre d'expression politique à la jeunesse pour conquérir les espaces de pouvoir. Et de ce point de vue, donc, nous l'avons structuré de la manière suivante. Au sommet du parti, il y a ce que nous avons désigné comme le Conseil révolutionnaire suprême. C'est l'instance dirigeante du parti, composée dans les textes prévus pour avoir 75 membres. À côté, en dessous du Conseil révolutionnaire suprême, il y a ce que les autres appellent le comité central. Chez nous, au FDR, cela s'appelle le Haut Conseil de la Révolution, le ACR. Et le ACR, c'est d'abord les membres, puisque les membres du bureau politique du Conseil sont également d'office membres du comité central, donc du ACR. Et en plus, nous avons tous les responsables des bureaux régionaux du parti sont membres du ACR. Tous les responsables des bureaux régionaux sont membres et tous les présidents de section sont membres du ACR. Donc, c'est une structure qui, selon les textes, si on applique tout, pourra aller à 2000, 3000 membres. Maintenant, après le ACR, il y a en dessous ce qu'on a appelé les conseils régionaux du Front démocratique révolutionnaire. Je veux vous dire que lorsque nous créons le Front démocratique en 1993, il n'y avait pas encore les histoires qu'on appelle les régions. Enfin, les structures, pas l'histoire, les structures qu'on appelle les régions au Cameroun. Les provinces. C'était les provinces. Oui. Et c'est nous qui avons initié dans nos textes ce qu'on a appelé qu'au niveau de chaque province, notre parti sera dirigé et coordonné par une structure appelée Conseil régional du FDR. Vous voyez déjà que nous étions déjà à l'antichambre de la fédération et d'abord de la décentralisation. C'est pour cette raison que je vous ai appelé visionnaire tout à l'heure. Tout à fait. Et vous voyez que je crois que c'est sur cela, sur cette proposition des conseils régionaux du FDR, que le législateur s'est appuyé en 1996 pour dire, bon, maintenant les provinces seront des régions. Nous avions prévu cela 3 ans avant et nous avons consigné ça dans nos textes. Maintenant, le conseil régionaux, c'est des bureaux de 12 membres formés d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et son adjoint, d'un secrétaire et son adjoint, et de 2 conseillers, d'autres membres là, 2 ou 3 chargés de discipline. Okay. Donc, ça fait et ensuite, après le conseil régional, donc, il y a dans chaque département une section départementale. Là, ça rejoint les autres sections départementales du Front démocratique révolutionnaire. Et toujours, c'est des bureaux de 12 membres, c'est comme ça que s'est constitué un président et un vice-président, ainsi de suite. Au niveau des arrondissements, c'est des sous-sections du Front démocratique révolutionnaire. Et à la base, la structure de base du Front s'appelle le Comité révolutionnaire de base, le CRB, Comité révolutionnaire de base. C'est comme ça que et il est aussi constitué d'un bureau de 12 membres. Voilà à peu près comment le parti est structuré, même si pour l'instant, nous sommes encore en train de le mettre en chantier. C'est pour informer nos compatriotes comment ils devraient, à chaque niveau, concevoir. Mais je dois dire que les textes sont prévus que dans les départements, il est prévu des dérogations spéciales où un département pourra avoir 3, 4 ou 5 sections. Mais du moins, il faudra que chaque section, au moins alors, pour être éclatée, ait au moins 3, 4, 5 sous-sections. D'accord. J'aimerais dire que pour ceux qui se posaient la question de savoir, est-ce que le FDR a un statut? Voici donc le statut général donc, du Front démocratique révolutionnaire. Le voici. Donc, que je présente devant la caméra. Alors, je voudrais dire, Bernard, que s'il posait même cette question, c'est par une culture politique. Parce qu'ils doivent savoir que quand vous formez un parti, quand vous constituez un parti, parmi les éléments de constitution du dossier qu'il faut déposer à l'administration, on vous demande également, parmi les éléments du dossier, 3 exemplaires du statut du parti. D'accord. Donc, il n'y avait même pas et le siège, c'est où? En un mot, le siège. Disons que le siège, aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire,
même dans les statuts, on vous demande de le fixer dans les statuts, c'est à Yaoundé. Maintenant, nous avons un problème, nous avons un siège provisoire parce que c'est une villa que nous a attribué notre secrétaire général et pour des raisons, c'est un siège provisoire parce que lui-même... C'est dans quel quartier? Au quartier Emana, mais dans ce siège-là, ce n'est pas ouvert encore au public. Et nous y tenons des réunions statutaires des instances dirigeantes et nous lançons également un appel à tous nos compatriotes du Cameroun et de la diaspora pour nous aider à avoir un siège définitif. Parce que si nous avions maintenant des moyens de construire un siège définitif, ce que nous souhaitons le plus rapidement possible, nous aurions déjà... Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés. C'est terminé. C'est terminé, mais en une seconde, un dernier mot. On sort. Un dernier mot, je souhaite quand même que le Front démocratique révolutionnaire, le parti de refondation, soit le parti de l'alternance, le parti qui prendra le pouvoir après le président Biya. D'accord. On recevait donc aujourd'hui même le leader du Front démocratique révolutionnaire. On a parcouru toute l'actualité. Il s'agit bel et bien de Aimé Cyprien Oulinga, le président du FDR. Merci à toute l'équipe de production. Merci également à tous les téléspectateurs qui font confiance à Mango Télévision. À la prochaine.